Salut les gars, c'est Daikel et bienvenue dans ce 7ème épisode de Grey. Bon alors j'avais pas du tout prévu de vous parler de ce film à la base, mais les élections se rapprochant, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée d'aborder une œuvre un petit peu politique. Bon alors c'est un film qui est vraiment pas connu, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va faire des vues, mais si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes des vrais. Bref, on va parler de l'Ultime Souper. L'Ultime Souper? Oh génial, j'adore ce film! Et ça va être bien. Bon alors vous commencez à connaître l'émission, je vais devoir vous faire un résumé succinct du film avant d'attaquer mon analyse. Donc du coup, si vous l'avez pas vu, on y va. L'histoire prend place dans l'Iowa où 5 étudiants, de gauche, habitent en colocation. Luke, Pete, Jude, Polly et Mark. Un soir d'orage, Pete tombe en panne, mais est gentiment raccompagné à son domicile par Zachary, un routier incarné par Bill Paxton. Pour le remercier, les étudiants l'invitent à dîner, mais alors qu'ils font les présentations, la discussion prend un tournant inattendu. C'est Hitler qui avait raison. Bah, voilà une affirmation bien singulière. J'ai pas dit que l'extermination des Juifs c'était bien. Enfin, si ça a vraiment eu lieu. Petit à petit, le ton monte, ça discute racisme, Tout le monde ne déteste pas les juifs. Non mais toi tu parles des gens qui savent lire. puis militarisme. J'étais dans les Marines. J'ai fait la guerre. La guerre? Quelle guerre? La tempête du désert. Ah bon, c'était une guerre? J'ai toujours cru que c'était une campagne de pub des Républicains. Excédé, Zachary brandit un couteau pour se livrer à une petite expérience sociologique. Il brise le bras de Pete, mais Mark le poignarde dans le dos. Alors c'est la méga merde, mais Luke garde la tête froide, et plutôt que de prévenir la police, il propose de l'enterrer dans le jardin. Non mais qui sera assez con pour enterrer un cadavre chez lui? C'est pas réaliste. La maison de banlieue de Gacy à Chicago est assiégée par une horde de policiers et de techniciens légistes. Morceau par morceau, les policiers sortent les restes des victimes de Gacy à travers le plancher et les transportent à l'extérieur. Big up. Une fois leur forfait accompli, nos 5 amis font ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir bavasser sur un sujet absurde. On est en 1909, en Autriche, ok? Dans une brasserie. Vous buvez un schnapps avec un étranger, un étudiant des beaux-arts avec un testicule. Disons qu'il s'appelle Adolphe. Mais où tu veux en venir? Est-ce que vous le tueriez? Je tuerai cet enfoiré lentement. Bon d'accord, mais toi, qu'est-ce que tu ferais de mieux? Oh merci. Non mais admettons que t'aies la possibilité de retourner dans le passé, qu'est-ce que tu ferais? Ah, ça. Bah, mais putain, j'avais envie de le voir moi ce film. Occupe-toi de tes fesses, plus tard tu me diras merci. Cette discussion à propos d'Hitler a l'effet d'un électrochoc. Il décide alors de nettoyer le monde des personnes qu'il considère comme potentiellement dangereuses pour la société, comme ils l'ont fait avec Zach. Pour ce faire, il décide d'inviter à dîner un extrémiste chaque dimanche. Si au cours du repas ils n'arrivent pas à faire changer les positions politiques de leur invité, ils l'empoisonneront alors grâce à de l'arsenic versé dans la carafe de vin blanc. En parallèle, le shérif de la ville mène une enquête sur la disparition de Zach, et on apprend qu'il était recherché pour l'enlèvement d'une fillette. Nos amis, eux, mettent leur plan à exécution et invitent des extrémistes variés, du révérend homophobe au misogyne pro-viol et autres anti-écologie. Mais petit à petit, ils commencent à voir le meurtre facile et n'essaient même plus de convertir leurs invités. Tu as le droit d'avoir ta propre opinion. Bien sûr. Ouais. Oui, faut leur éclater la tête aux SDF qui sachent à qui ils ont affaire. Ils finissent par recevoir une visite du shérif, qui avait remarqué la voiture de Pete lorsqu'il était tombé en panne, car il avait laissé un fusil de chasse sur la banquette arrière. Suspicieuse face à son attitude, elle décide de s'intéresser à eux d'un peu plus près. En attendant, les étudiants continuent leur activité, mais dans l'incapacité de convertir qui que ce soit, les cadavres s'accumulent dans le jardin, faisant naître de nombreux plants de tomates. Naturellement, des dissensions commencent à naître dans le groupe, et certains se questionnent sur le bien fondé de leurs actions, mais Luke maintient ses positions. Eh ben, on a convaincu personne. Peut-être qu'on est moins fort qu'on le pensait. Alors que le shérif s'intéresse à leur jardin, Luke la tue à l'insu du reste du groupe. Ils décident alors de fuir les États-Unis avec Pete, mais suite à un orage, leur vol est annulé et ils rencontrent à l'aéroport Norman Arbuthnot, un présentateur télé aux idées conservatrices et polémiques, dont ils suivent les interventions avec dégoût depuis le début du film. Ces enragés de féministes
Et j'utilise le terme enragé alors qu'il n'est même pas nécessaire. Soyez gentil de virer cet idiot du salon. Dis ça à Norman. Luke et Pete décident alors de l'inviter pour un ultime repas. Mais surprise, alors qu'il s'attendait à se retrouver face à un extrémiste, Norman se révèle poli, agréable Bon appétit. et a des positions politiques bien plus modérées que prévu. Oui, c'est vrai, on rencontre des individus dangereux aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Non, ce que je crois, c'est que plus les tendances extrémistes sont fortes, plus la société tend à être modérée. Les courants de pensée extrémistes se neutralisent mutuellement et on aboutit à une société principalement orientée au centre. Et c'est ce que nous voulons tous, non? Alors que les étudiants se retirent dans la cuisine pour savoir s'ils vont le tuer ou non, Norman inspecte la pièce et comprend très vite les activités meurtrières du groupe. Finalement, non sans dispute, les étudiants arrivent à convaincre Luke de laisser Norman en vie et regagnent la salle à manger où ce dernier les attend pour porter un toast. Vous ne buvez pas avec nous? Non, je vous en prie, non, vraiment, non, j'ai beaucoup trop bu déjà. Et je ne veux pas que demain vous puissiez lire dans le journal un vieux radoteur en état d'ébriété s'est craché avec son jet privé, hein? Et le film finit sur cet ultime panneau accompagné d'un discours de Norman. En tout cas, je tiens à vous dire, et j'affirme ici devant vous, que je ferai uniquement ce que les gens voudront que je fasse, car je demeure votre humble, très humble serviteur. Eh ben Mazette, c'était cool! Bon alors par contre il y a plein de choses à dire, alors on traîne pas plus et on y va. L'Ultime Souper est un film américain sorti en 1996 et réalisé par Stacy Title, à qui l'on doit rien de très intéressant, mis à part peut-être Hood of Horror, un film d'horreur à sketch avec Snoop Dogg. Mais qu'est-ce que c'est que cette fable? Le film a un peu fait parler de lui à sa sortie, tout d'abord parce qu'il a remporté le Grand Prix du Festival policier de Cognac, mais surtout parce qu'on retrouvait Cameron Diaz, qui venait tout juste d'être révélé l'année d'avant avec The Mask. Malheureusement, il a pas vraiment profité de cette renommée soudaine. Alors j'ai pas trouvé d'informations concernant le budget, mais malgré la présence de Bill Paxton et Ron Perlman au casting, j'ai l'impression que c'était extrêmement réduit, et ça expliquerait la distribution exécrable dont il a été victime. Pour vous donner une idée, il a rapporté seulement 100 000 $ aux États-Unis, contre 330 000 en France. Vu la différence de taille entre les deux territoires, vous conviendrez que c'est bien de la couille. C'est d'ailleurs étrange de la part des distributeurs de l'avoir bazardé de cette manière, alors qu'ils auraient pu surfer sur le succès de Petit meurtre entre amis de Danny Boyle, film indépendant sorti 2 ans plus tôt et avec lequel il partage son penchant pour l'humour noir. Au passage, malgré l'échec du film, Cameron Diaz continuera sa carrière dans les comédies noires et tournera quelques années plus tard dans le sympatoche Petit meurtre entre nous et l'excellent Very Bad Things avec Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man avant qu'il n'entame sa transformation en bloc de margarine. D'ailleurs, les producteurs n'ont tellement pas de race qu'ils ont utilisé la musique de The Mask pour le trailer du film. Cameron Diaz. This is my day! Very Bad Things, a Peter Berg film. Et voilà, c'est à peu près tout pour le contexte de sortie du film. Alors je vous l'accorde, ça fait pas très lourd. Mais quand je vous dis qu'il est passé totalement inaperçu, bah ça a aussi été le cas lors de sa sortie en vidéo. Et c'est vrai que d'un point de vue formel, l'Ultime Souper ne marque pas la rétine. La photo fait le taf sans apporter de véritable identité, et la mise en scène modeste, exception faite de quelques inserts sur les tableaux, ne l'aide pas à sortir du lot. Par contre, la musique est composée par Mark Mothersbaugh, le chanteur de Devo, et ça c'est très cool. Bon alors pourquoi on parle de ce film s'il n'a rien d'exceptionnel ? Eh bien figurez-vous qu'il est plus subtil qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, on va un peu plus se concentrer sur l'écriture que sur la mise en scène. Avant de continuer, je tiens juste à préciser une dernière chose pour les rageux au fond, l'analyse qui va suivre ne reflète pas mes propres opinions politiques, mais bien celles véhiculées par le film. Dans un premier temps, on pourrait penser que le traitement scénaristique de l'Ultime Souper est assez grossier. Les protagonistes s'affranchissent très vite de leur barrière morale après le premier meurtre, et beaucoup d'entre eux répondent à des archétypes binaires. Les invités, par exemple, sont pour la plupart des extrémistes républicains au discours conservateur et sans nuance. En fait, ils se caractérisent même par leur bêtise crasse et leur ignorance. Non, mais on va pas se mentir. La crise, le chômage, la couche d'ozone, eh ben c'est la faute des étrangers. Enfin, je voulais dire les bamboulas. Je crois que je vais reprendre un peu de vin, moi. Bon, on n'est pas très loin de la réalité, je vous l'accorde. D'ailleurs, c'est un peu flippant, parce que si la photo est pas autant morflée, on pourrait se croire en 2017. Les étudiants ne sont pas en reste et rassemblent eux aussi une somme de clichés considérable. Tout d'abord, ils vivent ensemble en communauté, formant une sorte de micro-société que l'on peut raccorder au mouvement hippie, voire écolo. Nous, on se contente d'acheter des produits de beauté écolo ou de manger bio, mais on fait rien de constructif. Bien qu'ils se définissent comme libéraux, on peut aussi déceler des traces de communisme dans leur organisation. Ils vivent sur un mode égalitaire et le partage des tâches est la norme. D'ailleurs, si ça change par la suite, il ne semble pas y avoir de leader en premier lieu, même si le fait que Luke soit positionné en bout de table et domine le reste du groupe annonce son rôle dans la suite du film. Et moi je serai le maître.
Évidemment, ce sont encore des étudiants, donc ils ne travaillent pas, ce qui dans un sens biaise leur discours, qui se révèle purement théorique, puisqu'ils n'ont pas encore totalement intégré la société. Bah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le film. En fait, chacun des protagonistes incarne un archétype différent de l'étudiant progressiste de gauche. On a l'étudiante en psychologie bipolaire, l'artiste bohème, l'étudiant en droit fils à papa, l'étudiante en sociologie tendance féministe, et pour finir, le doctorant en économie, à cheval sur la cause black. Mais attention, faire usage de stéréotypes ou de clichés n'est pas un défaut en soi. En fait, ça peut même se révéler être un excellent outil, puisque ça permet de caractériser vite et efficacement les personnages. Des cinéastes comme Sam Raimi ou les frères Cohen utilisent régulièrement ce stratagème, et finalement ce qui compte ce n'est pas tant le matériel de base que la façon dont on va développer par la suite. C'est le principe de la caricature, accentuer volontairement les traits afin de révéler plus clairement un message sous-jacent. Bien entendu que le raisonnement des protagonistes sur le fait de retourner dans le passé pour tuer Hitler est stupide et anti-libertaire, mais cela permet de faire comprendre facilement comment des individus animés par des idées justes peuvent glisser malgré eux vers le fascisme. Stacy Title a d'ailleurs eu la brillante idée de nuancer ses personnages, en leur injectant des comportements paradoxaux, puisqu'il leur arrive de tenir des propos hypocrites compte tenu des valeurs qu'ils défendent. Tu sais ce qui te décoincerait? Une bonne grosse bite bien raide, ça te la couperait. Par exemple, Pete, l'étudiant en droit, se comporte comme un petit bourgeois pourri gâté. Pourquoi tu ne changes pas de voiture? Parce que j'aime la mienne. T'as qu'à soudoyer tes parents pour qu'ils t'offrent la même Mercedes? Non, il en faudrait une neuve. Ah bah on a le cœur à gauche mais le porte-monnaie à droite. Bravo. Et Luke, qui pourtant lutte activement contre le racisme, ne se prive pas pour faire des amalgames quand ça l'arrange. Franchement, on leur offre même plus un truc sympa à bouffer. Le macho va bouffer chinois? Chez Chin Chin, ça n'a rien de chinois. Et il y avait du soja? Alors fun fact, mais le premier producteur de soja au monde, eh bien ce n'est pas la Chine, mais les États-Unis. La lutte afro-américaine pour l'égalité est aujourd'hui reconnue aux États-Unis, mais toutes les ethnies ne semblent pas être au même niveau pour Luke, qui défend avant tout ses propres intérêts. Il est par ailleurs assez touchy sur la question, et c'est amusant de le voir orienter le débat en fonction de ses a priori. Et toi, tu fais quoi? Ça se voit pas? Je suis basketteur professionnel, mon cher. Dans cette scène, on voit que c'est Luke qui lance les hostilités. Avant même que les discussions sur la politique n'aient été entamées, il fait preuve d'agressivité en supposant que Zach est raciste, au moins simple d'esprit, puisqu'il n'est qu'un vulgaire routier. Et effectivement, Bill Paxton est un facho, et Luke a vu juste. Cependant, il lui a jamais laissé le bénéfice du doute, et si ses a priori se sont confirmés a posteriori, eh ben ça reste quand même des préjugés. La réalisatrice structure son film autour de cette idée de justification a posteriori, confortant les personnages dans ce qu'ils estiment à tort être le bon choix. Histoire d'insister un peu, on apprend par la suite que Zachary était un violeur d'enfants en cavale. C'est très malin scénaristiquement, parce que ça permet aux spectateurs de ne pas trop se distancier des protagonistes. Ils ont tué quelqu'un, c'est mal, mais bon, on garde quand même de la sympathie pour eux parce qu'il n'y a pas à dire, Zach, c'était un bel enculé. La perception du public aurait été complètement différente s'ils avaient assassiné un innocent, comme la prostituée de Very Bad Things par exemple. Cette somme d'événements participe donc à l'ambivalence du film. Des personnages se basant sur une idéologie humaniste deviennent aussi fascistes que ceux qu'ils combattent, en déformant la réalité des événements à leur avantage. L'Ultime Souper dresse au passage une belle fable sur les dangers du pouvoir, et à quel point il peut pervertir les idéologues les plus convaincus une fois qu'il est entre leurs mains. C'est le pouvoir de vie ou de mort sur autrui qui finit par faire tourner la tête de nos amis. Si la plupart des occupants de la maison remettent souvent en doute leurs agissements, ce n'est pas le cas de Luke qui, profondément remonté contre le racisme latent de la société, prend les rênes du groupe et laisse libre cours à ses pulsions revanchardes. L'objectif n'est plus tant de convertir les gens via l'intelligence du débat que de les punir pour ce qu'ils pensent. Les étudiants s'abaissent ainsi au niveau de Bill Paxton qui leur reprochait au début du film « Vous restez le cul posé sur votre chaise à vous plaindre de tout ce qui vous entoure mais vous ne faites rien ». Au bout du compte, la démarche qu'ils adoptent est celle d'une guerre insidieuse avec son lot de morts, eux qui pourtant se définissaient comme pacifistes. La violence est par ailleurs représentée à travers la figure de la tomate, omniprésente dans le récit, mais aussi sur l'affiche du film. En fait, la tomate symbolise leurs actions pour défendre leur cause. En début de film, ils n'ont pas de tomates car ils sont impuissants. J'avais plus assez de tomates pour la sauce, il faudrait s'occuper du potager. Ils débattent mais ne mènent aucune action politique concrète. En revanche, à chaque fois qu'ils tueront une personne, ils l'enterreront dans le jardin donnant naissance à un nouveau plant de tomates. Fatalement, plus le récit avance, plus leurs actions deviennent virulentes et plus ils sont submergés par les pots de sauce tomate qui les ramènent donc aussi bien à leurs actions politiques qu'aux crimes qu'ils ont commis. Ils finiront même par les servir à leurs invités, nous délivrant au passage une belle image, la violence nourrit la violence. Bon, vous conviendrez que si le film se contentait de taper sur les extrêmes, ça serait un petit peu léger et consensuel, surtout pour des gens aussi fins d'esprit que vous et moi. Mais en fait, il s'avère qu'il arrive à élargir le débat par la suite. Dans sa conclusion, le film fait intervenir le personnage de Norman, qui s'ancre parfaitement dans la tradition républicaine, avec des positions rétrogrades sur les questions d'immigration, et dont les interventions télévisées constituent un fil rouge narratif. L'orage menace, les gars. Ouais, l'orage menace.
Il va falloir l'arrêter. Il fait figure d'antagoniste en puissance pour nos étudiants, et on peut voir en lui la réminiscence de véritables candidats aux élections présidentielles américaines, tels que Ronald Reagan ou Trump si on veut coller à l'actualité. Mais loin d'être l'extrémiste annoncé, il se révèle très mesuré dans ses propos, admettant dire au peuple ce qu'il veut entendre, mais adoptant une position bien plus modérée dans le privé. Par la force du débat, il parvient même à retourner les arguments des étudiants et à les rallier à sa cause. Les centristes font tout le boulot. Ce sont toujours les partis extrémistes qui font les gros titres. Mais toutes les décisions sont prises par les modérés. Alors que depuis le début du film, on nous montre des personnages caricaturaux aux actions et aux raisonnements extrêmes, Norman renverse l'équilibre grâce à un discours nuancé et par conséquent moins burlesque. Contre toute attente, cela a pour effet de séduire non seulement les protagonistes, mais aussi le spectateur, puisqu'il a l'impression d'enfin voir quelqu'un raisonner correctement. En quelque sorte, Norman se démarque du débat politique et fait office d'outsider. Mais tout n'est pas bien qui finit bien, ça serait trop beau. Et le plan final nous permet de comprendre le véritable rôle du personnage de Norman. Sur le tableau final, on peut voir un homme que l'on identifie clairement comme Norman, puisqu'il fume un cigare et qu'il a à côté de lui la fameuse carafe bleue. Il est entouré des corps inertes des étudiants, et en fond sonore, on reconnaît clairement sa voix annonçant lors d'un meeting politique sa prochaine candidature aux élections. Mais alors, a-t-il réellement empoisonné les étudiants ? Le tableau suggère que oui, mais si c'est le cas, qui l'a peint ? Eh bien la réponse est très simple. On s'en branle. Quelle que soit la réponse, la conséquence est la même. Si Norman les a réellement empoisonnés, eh bien le tableau dévoile sa véritable nature. Il ment, trompe et séduit pour arriver à ses fins. Alors qu'il expliquait que s'il avait Hitler en face de lui, il débattrait plutôt que de le tuer, il fait l'inverse avec les étudiants, ce qui prouve qu'il n'est pas plus mesuré qu'eux. Oui, mais s'il les a pas vraiment tués. Eh bien dans ce cas, il sort tout de même vainqueur. Les étudiants ont été incapables de déceler sa dangerosité et se sont laissés séduire par son argumentaire. Après tout, il leur maintenait que la course à la présidentielle ne l'intéressait pas et qu'il possédait déjà le pouvoir. C'est ça que vous voulez, Norman? Le pouvoir. Luc, j'ai déjà le pouvoir. Le président. Il n'a aucun pouvoir. Mais le discours en fond sonore nous prouve le contraire. Les étudiants sont donc à terre car ils n'ont pas su vaincre ce qu'ils combattaient depuis le début. Ok, donc en fait, il n'y a pas d'issue. Oui. Norman est un démagogue, il n'a pas de discours propre et ne fait que suivre ses propres intérêts, même s'il essaye de faire croire le contraire. Il adapte ses propos de façon opportuniste en fonction de ses interlocuteurs, et le fait qu'il arrive à deviner très vite que les étudiants sont les assassins en observant les indices qui l'entourent, nous prouve sa force d'analyse et d'adaptation. Si ça lui permet de rester lucide face à ses détracteurs, c'est aussi ce qui le rend dangereux, car ça fait lui un calculateur potentiel. Finalement, quand Luke dit « C'est Hitler », eh ben il a pas tout à fait tort. En fait, cette conclusion est extrêmement pessimiste, puisqu'elle affirme que les populistes et les cyniques auront toujours le dessus sur les utopistes. Dans l'ultime souper, les étudiants sont aveuglés par leur doctrine. Pire, ils ne comprennent pas comment Hitler a pu arriver au pouvoir en 1935, mais sont incapables de le battre quand il se présente face à eux. C'est peut-être une des meilleures illustrations de comment un tyran peut accéder au pouvoir sans que personne ne s'en rende compte. Mais comme vous savez que j'aime bien ça et qu'en plus le film s'y prête, il y a encore une fois un parallèle très intéressant à faire entre religion et quête d'un leader idéologique. Les étudiants partagent tous une aversion pour la religion, pas pour des raisons spirituelles, mais plutôt parce qu'ils la rattachent à la droite conservatrice. Ainsi, ils se moqueront une première fois de Zach, qui demandera à dire le bénédicité avant le repas. Ah, on fait jamais ça ici. Et prendront comme coutume de proposer à chacun des invités de le dire. Voudriez-vous dire le bénédicité? Je n'aurais jamais cru que vous pratiquiez ce rite. En fait, c'est un amalgame réducteur, puisque cela signifie pour eux que droite conservatrice égale chrétien. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils tombent des nues quand Norman leur dit qu'il trouve ça has-been. Je ne pensais pas que ce genre de choses se disait encore. Notez bien cet amalgame, on le voit pas mal chez nous. Un des étudiants possède même sur sa voiture un sticker assez évocateur. Le poisson est un symbole évangélique, mais le fait d'y avoir marqué Darwin est une pique envoyée à ceux qui réfutent la théorie de l'évolution. Et pourtant, leur quête politique n'est pas si éloignée de celle des croyants. Ils sont au fond d'eux à la recherche d'un leader qui serait capable de les réunir malgré leurs différends et concrétiser ainsi leur lutte. Au cours du film, Luke essaye de prendre cette place, mais échoue à rassembler ses congénères comme on l'a vu plus tôt. Alors qu'ils sont perdus, cette quête d'un messie politique se cristallise à travers la fresque peinte par Marc, une reproduction libre de la création d'Adam par Michel-Ange, illustrant le moment précis où Dieu insuffle la vie au premier homme. Il peint cette toile alors qu'il est en plein questionnement sur le bien fondé de ses actions. Nos étudiants cherchent donc un berger, un guide spirituel qui pourra leur insuffler la vie. Et ce n'est donc pas un hasard si l'avant-dernier plan du film revient sur cette fameuse fresque, au moment où, réconciliés, ils pensent avoir trouvé ce leader en la personne de Norman. Mais attends, pas de bol. D'ailleurs, le nom de chacun des étudiants est issu de la Bible. Il porte soit le nom d'un des apôtres de Jésus, soit d'un des principaux évangélistes. Apparemment, ce genre de subtilité échappe à la plupart des gens.
Après tout, il y a bien une raison si le film s'appelle The Last Supper. C'est aussi le nom d'une toile de De Vinci dépeignant le dernier repas du Christ entouré de ses disciples. Par analogie, on peut déduire que c'est ce dernier repas, l'ultime souper, celui où le Sauveur est entouré de ses apôtres avant de rejoindre les cimes du pouvoir. En conclusion, L'Ultime Souper est un film bien plus fin qu'il n'y paraît, et même si son discours pessimiste laisse transparaître une pointe d'amertume, c'est avant tout un film humain qui nous pousse à réfléchir sur nos engagements idéologiques. Il est toujours difficile de faire la balance entre liberté individuelle et conviction profonde, mais je crois que Stacy Title essaie ici de nous mettre face à nos propres contradictions afin qu'un jour peut-être, on arrive enfin à vivre ensemble. Mais c'est pas gagné. Le regard fixe, mettre en blanc, enthousiasmé par la vengeance, aveuglé par la souffrance, sur le reste dans ta tête, sur le... Ah oui, c'est évident, un étudiant assassine un pauvre plouc qui de plus est un héros de la guerre. Tu vas te prendre un PV, c'est tout.